Bienvenidos. Recuerdo el Soyez les propósito bienvenus. Je vous rappelle que ce cycle, cette troisième conférence, vise à montrer comment des facteurs, des limitations économiques et sociales qui caractérisent le logement collectif peuvent devenir une stimulation créative pour créer des logements qui soient généreux en lumière et en espace. Je vous rappelle qu'il s'agit aussi de réaffirmer une éthique de la recherche et de l'enseignement qui tiennent à la nature de notre cursus qui veut héberger de façon confortable la vie de nos citoyens. Je vous rappelle aussi quel est le cadre de ce cycle de conférences. Nous voulons nous éloigner du commentaire et rentrer de plein fouet dans le projet, non pas en tant que concept abstrait, mais comme une opération véritable d'invention et de création. Je vous rappelle aussi cette phrase de Le Corbusier qu'il avait empruntée à Charles Péguy et qui sera là pour nous guider. Il faudrait toujours dire ce que nous voyons et surtout, il faudrait toujours voir ce qui est à voir. Nous concluons cette série avec la conférence de Marcelo Faiden. C'est significatif puisque ça nous permet de revenir à l'Argentine et plus précisément de revenir à l'université de La Matanza. Je ne vais pas vous présenter Adamo et Faiden, mais rappelons que parmi ses réalisations, Marcelo Faiden a reçu un prix de l'œuvre 2020 pour son immeuble de la rue de Bonne-Plane et que ces deux architectes continuent comme dans le prolongement de leur activité d'enseignement et de recherche. Loin d'une pensée abstraite, ce projet fait partie d'une méthodologie d'essai qui cherche à promouvoir des solutions concrètes. Pour eux, l'architecture, et là je cite, consiste en une obligation matérielle et une spéculation intellectuelle qu'il faut synthétiser. En ce sens, inaugurer cette dernière conférence avec le travail et la parole de Marcelo Faiden, c'est une façon aussi de conclure ce qui a été fait dans les conférences antérieures. Avant de lui donner la parole, et avant qu'il nous présente ses projets, je tiens à souligner simplement deux choses et qui ont à voir avec tout ce que nous venons de dire. Tout d'abord, je vous rappelle une petite anecdote qui vous permettra de mieux situer son œuvre dans le contexte plus large de l'Argentine et de sa place dans le monde. Moi, j'ai rencontré Marcelo par l'intermédiaire de Anne Lacaton dans l'un de ses séjours ici à Buenos Aires. Cette architecte française m'a proposé de participer à une interview qu'elle allait faire à Marcelo Faiden et à Sebastián Adamo dans l'appartement d'un autre architecte. C'était très intéressant, on a discuté pendant des heures et je ne voudrais pas m'en tenir qu'aux faits anecdotiques, mais vous dire quelque chose qui me semble expliquer parfaitement ce qui est, d'après moi, la place de l'architecture argentine dans le monde. Au cours d'une question de Mario Roberto Álvarez pour savoir quelles étaient les références de ces architectes, Marcelo Faiden n'a pas cité Gropius, Le Corbusier, le Purisme ou le Bauhaus, mais sa réponse a été Auguste Choisy et son axométrie inversée. Avec cette réponse, Mario Roberto Álvarez a dit qu'il avait les mêmes références et que c'était ça qui inspirait Le Corbusier, c'est-à-dire ne pas essayer d'imiter le mouvement moderne provenant d'Europe, mais essayer de façon simultanée, en parallèle à ce mouvement moderne, comme faisait Le Corbusier en s'inspirant d'Auguste Choisy, de prendre la même voie, c'est-à-dire qu'il s'agit
de mettre en avant la particularité de Mario Roberto Álvarez, qui est un architecte argentin, et qui ne vise pas à mettre en avant un pittoresque ou une admiration béate face au mouvement européen, mais au contraire de participer dans le présent à la réflexion qui se fait depuis l'Argentine. J'ai trouvé que c'était une caractéristique importante à mettre en avant et je pense que c'est ce qu'on retrouve également à travers l'œuvre de Marcelo Faiden, qui est parti de Princeton pour rejoindre l'université de La Matanza, la UNLAM, cette année. Donc voilà ce que je voulais mettre en avant. Il ne s'agit donc pas de suivre, mais de produire des projets en parallèle, ce qui se fait ailleurs. Un autre élément que je voudrais citer pour donner également un encadrement au projet de Marcelo Faiden et par là lancer quelques hypothèses, revient sur quelques réflexions que Faiden a communiquées dans un reportage récent. Il disait qu'il y avait une certaine paradoxe dans le fait que notre environnement territorial s'est dégradé d'année en année. En parallèle de quoi, l'architecture s'est toujours montrée extrêmement vivante, d'une grande vitalité. Je ne parle pas des gros projets institutionnels, mais de ce réseau de petits projets extrêmement vivants. Ce constat qu'il a fait de cette situation actuelle me semble à mettre en parallèle avec le fait que sur le plan financier, politique et académique, il y a une prise de pouvoir par des grands appareils idéologiques qui perdent le contrôle de ces forces inventives qui sont le propre du projet d'architecture. Il nous faut une force qui soit insoumise aux institutions bureaucratiques qui prétendent nous contrôler. Pour être encore plus percutant, plutôt que de se soumettre à l'abstraction d'un projet urbain qui considère la ville comme une combinaison de boîtes qui s'observent depuis l'extérieur, le projet en architecture doit être considéré de l'intérieur vers l'extérieur et ouvrir vers une urbanité de l'espace, du dedans vers le dehors, en partant de l'intérieur du logement. Marcelo Faiden définit l'architecture comme, et là je cite, une infrastructure pour l'événement, une infrastructure pour le surgissement de l'événement. Il considère que l'urbanité de notre environnement part du logement, part de cet espace intérieur. Déjà, dans son traité d'architecture, Alberti, au milieu du XVe siècle, nous disait que si certains philosophes considèrent que la ville est comme une grande maison, c'est parce que, avant cela, la maison, depuis ses compartiments, constitue déjà une petite ville. Le séjour est une sorte de place, les chambres sont des petits immeubles qui flottent autour de cette place centrale. Cette phrase d'Alberti se réactive puisque Cerda, au XIXe siècle, chargé d'élargir la ville de Barcelone, a défini le logement comme une petite ville. Plus tard, Colquhoun, dans les années 60, est reparti sur cette phrase d'Alberti pour rendre compte de l'architecture de la Team 10 en Europe. On peut citer aussi Kohlhaas, qui fait référence à la bigness en reprenant sa définition de l'architecture en tant que ville, même si, à mon sens, trop attachée au problème de la grande dimension. Je trouve que Faiden, de son côté, a choisi une ligne qui se consacre davantage à l'espace domestique et qui suit la consigne de l'Agathon Vassal lorsqu'il définit l'espace urbain comme ce qui commence dès que l'on sort de la salle de bain. Cette position contient un défi qui nous pousse à concevoir le logement collectif de l'intérieur vers l'extérieur en partant d'une invention et d'une accumulation successive, c'est-à-dire un projet qui puisse transformer l'avenir des habitants de notre société en partant d'une construction présente. Donc voici le cadre que je voulais proposer pour mieux comprendre
euh, l'œuvre de Marcelo Faiden. Bueno, tocaste Merci beaucoup, Arnoldo. Tu as touché à des thèmes divers. Je ne voudrais pas démarrer la présentation sans prendre le temps de, de faire un peu écho à tes paroles. Il y a beaucoup de sujets que tu as cités. Il y en a un que je souhaiterais reprendre. Quand tu racontais cette anecdote avec Alvarez et Auguste Choisy, autour d'Auguste Choisy, je me souviens cette double découverte que nous avons faite ce jour-là. Le fait que lui et toi étiez intéressés par la même chose, c'est d'ailleurs ce que tu m'as dit en partant de chez lui. Et je trouve ça intéressant que tu reprennes ça aujourd'hui et la façon dont tu mets en lien cette anecdote avec cette vocation que nous avons d'avoir un véritable échange dans toute la discipline et un échange le plus large possible. À la fin de nos études, avec mon associé, on avait gagné un concours qui nous a donné l'occasion de faire un doctorat à l'étranger. On est parti faire ce doctorat en Espagne. Et peu de temps après, il nous fallait décider sur ce qu'on allait faire. Alors la question qui se posait, c'était de savoir si on formait un cabinet à l'étranger ou si on revenait dans le pays. On a beaucoup douté pendant ces 3 premières années, on a fait des allers-retours et notre vision de la ville a beaucoup changé au cours de ces années-là. Ce point de vue qu'on a pris, ce recul, cette façon pour nous de porter un nouveau regard, nous a permis de trouver notre lieu et de lui donner une perspective créative. C'est-à-dire que d'une certaine façon, et là peut-être que je fais toute une parabole un peu désordonnée, pour dire que la meilleure façon d'être international, c'est peut-être cela, de pouvoir regarder l'endroit qui est le tien, mais avec un regard qui soit créatif. Et surtout, en sachant que ce qui compte véritablement, c'est d'aller au-delà des catégories habituelles avec lesquelles nous décrivons ce qui nous entoure. Bref, il s'agit surtout de pouvoir adopter une perspective particulière et qui va être le point de départ de tout le reste. Je vous partage ma présentation pour pouvoir poursuivre sur cette idée, mais avec une image. Diría bueno, el estudio tiene 15 años ya, o sea que... Notre cabinet a une quinzaine d'années. Et je crois que je peux reprendre les projets d'une façon assez judicieuse pour pouvoir poursuivre ce fil de réflexion que nous avons abordé. Là, c'est une vue de Buenos Aires que vous avez sous les yeux. Buenos Aires qui, finalement, s'est avérée être une ville que nous avons compris, en changeant le point de vue de notre regard, que nous avons compris comme un laboratoire intéressant pour des architectes. Nous avons compris que cette ville, et surtout moi, ce qui m'intéressait, qu'on voit ici sur cette photo, qui représente assez bien notre ville, il ne s'agit pas d'une zone particulière, mais cette hauteur, cette régularité que vous observez, ces différents canaux que tracent les rues, nous semblaient intéressants. De même que lorsque nous avons commencé à travailler, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de couche supérieure ou d'écorce supérieure qui était peu prise en considération. Cette sorte
d'écorce qui concernent les lieux où sont les réservoirs d'eau, les airs conditionnés, les membranes qui recouvrent les terrasses ou ces antennes de télévision qui depuis des années ne servent plus à rien, nous semblaient des endroits très intéressants et qu'il fallait prendre en considération comme s'il s'agissait de terrains aériens qui offraient la possibilité de profiter tout d'abord de la distance en se sentant avec une certaine impunité vis-à-vis de ce qui se passe dans la rue, donc en étant préservé de la vue et en étant aussi au contact avec le seul accident de relief qui finalement est observable, qui est le ciel, puisqu'il s'agit d'une ville plane, comme disait Le Corbusier, le ciel est le principal accident géographique auquel nous pouvons avoir accès dans une ville. Nous sommes donc partis de ces lieux aériens, pour mettre en pratique cette cabane primitive, non pas en partant au ras du sol, mais je parle d'une cabane primitive comme le logis, je ne parle pas ici de branchage au-dessus de la terre, mais plutôt d'imaginer cette cabane au-dessus de cette topographie, au niveau de cette écorce artificielle qui est créée par le sommet des immeubles. Et pour cela, nous avons pensé à le construire avec des matériaux qui soient très légers pour pouvoir revêtir et nous protéger de l'environnement, qui n'est pas nécessaire, surtout du point de vue visuel, puisqu'on l'entend déjà beaucoup quand on est dans une ville, on a beaucoup de sollicitations dans une ville à dimension de Buenos Aires. Donc, il nous semblait important de pouvoir nous envelopper au sein d'un jardin qui serait un espace finalement, un espace vide, un espace originaire, sans un usage particulier, mais qui soit complémentaire de ce qui se trouve en dessous, la ville. C'est-à-dire qu'on est là au-dessus d'un immeuble qui a à ses pieds toute la ville, toutes ses infrastructures, et on sent sa pulsation et ce besoin de trouver des nouveaux espaces. Je crois que cette série de terrains aériens nous permet d'avoir l'opportunité de détecter tout ce qui manque ailleurs au niveau du tissu urbain que l'on connaît habituellement. Je parle de ces espaces que l'on voit ici dans ces immeubles qui ne peuvent plus offrir des échappatoires, ni le marché d'ailleurs. Donc il faut trouver la façon, grâce à ces petits intérieurs au cœur des pâtés de maison, il faut de ce côté-là se tourner. Il faut se tourner vers ce côté-là. C'est ce qui nous semble en tout cas intéressant. Et à partir de là, essayer de mettre sur pied une nouvelle façon d'habiter. Il y a comme ça une infinité de pièces au ras du sol qui pourraient trouver en hauteur, au niveau de leur toit, une autre façon d'avoir une nouvelle offre qui soit une offre propre de la ville, à une époque justement où nos villes ont cessé d'être un attribut positif avec la densité. Bon, on le sait d'autant plus en époque de pandémie, bien entendu. Nous avons donc cherché à connecter une architecture qui existait déjà et créer ainsi un dialogue où l'ancien et le nouveau ne soient pas en opposition, mais générer plutôt une relation de corps à corps complémentaire sans être pour autant mimétique. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une toiture faite d'air qui se sert de l'architecture existante pour pouvoir ainsi essayer de créer ce qui n'existe pas encore, une nouvelle topographie, une nouvelle architecture qui permet d'opérer sur un terrain échelonné, incliné, avec ainsi cette toiture qui vient accompagner la structure échelonnée. Alors, je vous parle d'échelonnement parce qu'on le voit que c'est le cas dans les structures, mais c'est le cas aussi dans l'ensemble de la ville. Donc, ce qui existe déjà avec ces différentes inclinaisons peuvent venir être complétés comme un complément. La maison est là, en bas, avec ses chambres qui existent déjà, sa salle de bain, sa cuisine, tout ce qui est nécessaire. Et on peut toutefois
par-dessus, créer un nouvel espace comme un pavillon de lumière qui viendrait être un nouvel espace d'expansion, de loisirs ou un endroit, un bureau ou un studio pour un atelier d'artiste éventuellement. En l'occurrence, c'est le cas. On crée ainsi de nouveaux paysages avec ces porte-fenêtres qui ne donnent pas sur un fleuve ou ne donnent pas sur un paysage idéalisé, mais ils permettent de créer une texture urbaine, une ville très dense, puisque nous faisons descendre ainsi la toiture qui crée des replis à l'opposé et permet de retrouver la ville sans l'éviter pour autant. La ville présente de tous les côtés, tout autour de cette expansion, comme une sorte de nouvelle nature qui existe là, qui préexiste, et sur lesquels viendraient se poser ces pavillons d'une façon extrêmement légère. Ce que j'aime de cette image, c'est ces reflets qui se produisent et ces paysages au sein de cette structure et qui combinent aussi bien l'acier, des maillots d'acier que du verre. Il s'agit également d'occuper des terrasses pour modifier la mélodie selon laquelle nos corniches ne sont pas harmonieuses, ne sont pas continues. Quand il n'y a pas de style haussmannien, et c'est normal que dans une ville aussi jeune que la nôtre, ce ne soit pas le cas, une ville si dynamique, dynamique même jusqu'à la violence, en tant qu'architecte, ici, notre position, ce n'est pas d'aller vers cela, ça serait peut-être peu logique. Nous pensons au contraire que la réalité doit être prise en considération et doit être découverte d'une nouvelle façon, d'une façon plus créative. Si on parvient à transformer cette impossibilité, si on prend soin de l'observer et qu'on observe que dans chacun des accidents géométriques entre nos différentes terrasses, nos différentes corniches, il existe la possibilité d'envelopper une grande partie d'air à travers des matériaux très bon marché ou très accessibles et même jetables, comme ces tissus qui s'utilisent dans les parkings pour faire de l'ombre. Sachant qu'on va créer ainsi un nouveau climat avec un nouvel espace à l'ombre, et c'est déjà pour nous un geste architectural. Le simple fait de regarder avec des yeux neufs notre ville ou un réservoir qu'on peut transformer en piscine en enlevant tout simplement son couvercle, créant ainsi un espace de bien-être en partant de ce qui était déjà là, de ce réel qui prend une autre dimension et une autre fonction. Donc c'est toujours la même ville, mais avec cette fois-ci 5 ou 10 degrés de moins grâce à ce tissu, l'air qui circule et tout simplement la façon d'un espace diffus où on reconnaît à travers le tissu la ville dans ses grands traits, mais sans sans être saturé par cela pour pouvoir imaginer d'autres images mentales. Donc, ce que j'essaie ici de vous dire, c'est qu'il faut partir de l'acceptation de ces nouveaux espaces de vie tout en générant une nouvelle façon d'être qui n'existe pas dans les logements particuliers ni dans les immeubles de logements collectifs neufs qui partent de zéro. Donc, en partant de ces espaces redécouverts, ce qu'on peut faire, c'est imaginer une autre façon de vivre la ville qui, même si ça va contre-courant de ce qu'on faisait habituellement, permet de faire avancer nos désirs et de les mettre au premier plan, plutôt que d'essayer d'augmenter l'échelle de ce que nous faisons.
Je trouvais ça important que ces projets soient mis en avant et essayer d'établir des liens entre ces projets et ce que nous faisons dans l'université. Nous avons, avec Juan Campanini et Gonzalo Scherba, développé un atelier pour le mutualisme du logement régénératif et qui vise à partir du territoire de nos toitures comme une option qui peut permettre de nuancer la façon dont se développe le tissu urbain de Buenos Aires, que ce soit la possibilité de s'inscrire dans ce développement homogène de densité faible, alors que nous avons vu le développement de ces quartiers fermés, nous avons vu ce développement d'un type d'urbanisme pour des logements sociaux qui, à force de ces terrains occupés de plus en plus, et c'est vrai que c'est un mouvement de notre ville, la ville s'étend avec des infrastructures qui sont peu solides, qui sont peu robustes. Et on sait que plus elle s'étend, plus les services se détériorent. On sait aussi qu'on risque de voir de plus en plus une perte de qualité des infrastructures, que ce soit les écoles, les hôpitaux, et une perte d'efficacité. Donc, face à ce constat, il faut que l'on puisse observer avec des yeux neufs ces toitures qui peuplent toute la zone centrale de notre ville, que ce soit la petite ceinture et que ce soit surtout ce qui se trouve dans la première périphérie la plus proche de Buenos Aires. Si on regarde ces quartiers-là, on pourrait avoir une façon de redonner un nouveau destin à des plans de logement qui se font toujours un peu loin des centres, parce que souvent il y a un manque de terrain. C'est là où il y a le plus de carences. Mais ces logements ont autour d'eux un véritable tissu d'infrastructures, un tissu urbain extrêmement dense, alors qu'on pourrait, si on observe ici ces logements dessinés sur ce poster, alors qu'on pourrait leur permettre d'exploiter davantage leur espace aérien. Donc, nous avons un système juridique et un code normatif qui nous permet de le faire. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait expérimenter, qu'il fallait devenir des médiateurs, sorte de figure incarnée ici par Roberto Alal sur le dessin, entre d'un côté le tissu urbain de la Matanza et notre savoir académique pour regarder autrement ces toitures, ces espaces aériens et générer de nouveaux contrats, de nouveaux territoires. Además, si quisiéramos ir como creciendo casi ordenadamente en D'autre escala, part, si on veut augmenter l'échelle, on pourrait concevoir les projets précédents comme des projets qui s'inscrivent sur des architectures existantes. Et ensuite, l'étape suivante, ce serait d'imaginer ce genre de pavillons qui se font sur des territoires où une architecture était déjà présente, donc comme des pièces qui doivent utiliser un sol très limité, ce qui nous oblige à offrir des proportions qui soient très verticales et qui sortent du standard de ce que l'on fait habituellement. Ici, vous avez une maison avec un plan mitoyen d'une dizaine de mètres de hauteur. Et on s'est donc appuyé sur ce mur mitoyen en utilisant le jardin voisin. Donc, cette maison ne se fonde pas sur un terrain vierge, mais c'est plutôt la transformation d'un logement collectif à partir d'une maison originaire.
Donc, on va retourner la maison à 90 degrés, on va faire disparaître ce mur qui était tourné vers l'usine pour lui offrir un nouveau paysage, comme vous voyez ici, tout en l'élevant au-dessus du sol. que casas como estas retiradas hagan de sus jardines de entrada Des maisons qui font de leur jardin d'entrée como mencionaba antes, ou de leur toiture ou de leur cour arrière de nouveaux terrains à explorer, de nouveaux terrains pour pouvoir modifier l'échelle et pouvoir renforcer le pari initial, ce qui rend bien compte de l'urgence qu'il y a à mener l'atelier que nous avons développé. Là, cette maison, on la voit qui s'élève du sol, qui permet de construire 2 garages près de la rue avec un nouvel accès. Et même si les matériaux sont complètement différents et la légèreté différente, au niveau de la hauteur construite, on repère quand même sous-jacent un lien avec ce qui existait auparavant et la possibilité de créer un jardin qui vienne accompagner cette nouvelle chambre, ces nouveaux espaces, avec une sorte de filtre, un jardin verticalisé qui offre de partir de l'architecture existante, mais pour la rendre plus légère, sans abîmer ce qui existait, tout en tirant profit de ce mur mitoyen qui était déjà là, comme si on avait élargi d'une dizaine de mètres et gagné en même temps à l'intérieur des volumes d'air qui soient très généreux, avec un peu moins de surface de plantes, un pavillon de 10 mètres sur 5, mais qui a beaucoup d'air qui l'entoure et qui permet de faire des espaces comme celui-ci, pour que les habitants puissent distribuer leurs meubles et leurs objets pour utiliser cette moitié inférieure jusqu'à saturation et jusqu'à lui donner cette identité dont il a besoin, tout en permettant la vue vers l'extérieur avec des vues qui ont été sélectionnées du jardin voisin grâce à ces végétations élevées à hauteur de la fenêtre. En faisant également du toit un endroit qui permet le contact avec le climat, qui permet de regarder les alentours en construisant un point de vue qui soit un point de vue nouveau. Ici, vous avez un autre exemple qui ressemble à ce que je viens de vous montrer, mais on avait auparavant une usine. C'est le premier projet que nous avons conclu avec Sébastien il y a déjà 13 ans. Si on regarde ici les projets que je vous propose, c'est encore un pavillon aux dimensions particulières, où on comprime d'une façon le maximum le terrain et la limitation de la rue, avec un rez-de-chaussée qui, dans la moitié, communique avec l'usine à l'arrière et l'autre moitié donne accès à un escalier qui permet de monter à 2 unités très petites, mais qui peuvent être divisées en 1 ou 2 chambres ou s'intégrer et partager une terrasse au-dessus. Avec ces premiers exemples, nous avons pu expérimenter comment passer d'une situation tout à fait courante dans la ville à quelque chose de plus agréable, avec une nouvelle optique. Et la création d'un nouvel espace qui pourrait être systématisé, une sorte de nouvelle norme de qualité et d'imagination pour faire de ces lieux quelque chose qui pourrait être repris en série et qui pourrait devenir un nouvel agenda en matière d'architecture.
ces cours de verdure qui viennent faire écran entre ce qu'il y a de l'autre côté, l'usine, le logement, séparés par ces verdures, avec des logements si petits qui habituellement nous font passer déjà de l'autre côté, sauf que cette fois-ci, ce qu'on trouve, c'est le sommet des arbres qui font partie de l'architecture. Offrir aussi ces galeries où l'air peut circuler en créant de la sorte une autre façon de considérer ce que serait que le luxe. Le luxe pourrait être alors des choses aussi éphémères que ce petit espace que nous voyons là et qui nous permet de regarder le lieu que nous habitons autrement. Avec ces antécédents et cet agenda que je vous ai présenté, et ça s'est fait en parallèle, c'est pas qu'on a fait d'abord un projet, mais c'est qu'on avait des idées et on les a superposées au projet qu'on a développé avec Sébastien dans le cabinet et avec toute l'équipe avec laquelle on travaille, une sacrée équipe. Tout ce qui est fait comme ça à différentes échelles peut se traduire comme la façon dont une idée de bien-être ou de loisir se reprend à une échelle supérieure et au niveau d'un lotissement, d'une ville. On peut commencer à la systématiser et à la reproduire. Moi, je préfère des immeubles de taille dimension qui se regroupent autour de peu d'unités et où chacune de ces unités a un espace de sol, un espace de ciel, des immeubles avec peu de technicité. Ici, il n'y a même pas d'ascenseur, mais cela nous permet en même temps d'effacer au maximum toute empreinte d'un programme préétabli. C'est-à-dire que c'est des espaces qui ne sont pas immédiatement identifiés selon leur usage. On peut imaginer qu'il s'agit d'un garage, il peut aussi s'agir peut-être d'un espace ouvert à d'autres usages et à d'autres fonctions, et des unités qui vont répliquer cette même idée. Donc des immeubles qui se trouvent dans certains endroits de la ville où travail et logement vont marcher main dans la main, vont se superposer. Et vers l'extérieur, il y a aussi une ambiguïté qui reste quand on les voit. C'est des immeubles qui pourraient être aussi bien prévus du point de vue programmatique en fonction de l'air et des espaces qui modifient et qui génèrent, qui sont des espaces qui semblent toujours en attente d'être complétés. Et qui font de cette surface superficielle un lieu où renouveler un nouveau contrat avec la ville. Des espaces qui peuvent être intégrés dans un tissu divers, qui peuvent dialoguer avec différentes matérialités et dont la forme peut être lue et comprise de différentes façons, parfois en continuité, parfois en retrait de ce qui préexiste, en offrant ainsi des espaces ouverts non seulement en termes de générosité ou de dimension, puisque là je vous parle de petites unités, mais ouverts dans le sens où ils ont peu de règles prédéfinies. C'est-à-dire que les questions courantes sont résolues d'une façon originale et différente. La façon notamment dont
comme on voit dans des immeubles récemment finis qui ont une succession de grilles et de protections, en essayant au contraire de faire de cela plutôt un projet utile pour notre travail, c'est-à-dire que la possibilité de générer des filtres peut aussi couper, modifier notre perception au-delà du fait de remplir des normes de répondre à des normes plus concrètes. Donc, il s'agirait finalement d'offrir des espaces qui, avec très peu de variables, avec peu de matériaux, avec peu de ressources, peuvent générer une nouvelle idée du luxe, comprise autrement, comprise à travers le plaisir d'habiter nos espaces. Une façon d'habiter qui ait des règles peut-être un peu moins strictes, qui n'ait pas besoin de budget trop lourd, mais cette image qui nous fait comprendre qu'un territoire quelconque, un territoire moyen de la ville de Buenos Aires peut offrir des situations illimitées, des situations de bonheur telles qu'on voit ici sur cette image. Et si c'est possible, on pourrait même envisager de faire de cette absence de certitude quant à l'usage et quant à la dénomination typologique de l'immeuble, faire de cela un véritable moteur créatif, un stimulus de création, un facteur de création, comme nous le disait Arnold tout à l'heure dans l'introduction. Faire de l'incertitude ou de l'incapacité de maîtriser l'usage, ce qui est tout à fait le cas. Et aujourd'hui, on le comprend mieux que jamais, puisque nos maisons doivent répondre à des besoins pour lesquels elles n'ont pas été prévues. Mais si on part de cette idée d'une optique positive, on va peut-être pouvoir privilégier des choses différentes. On va peut-être commencer à concevoir d'une façon plus précise la relation qu'il y a entre le lien privé et l'extérieur. Quel est le rôle que doit jouer ces agrandissements, ces élargissements, non seulement comme quelque chose qui va de l'extérieur vers l'intérieur, mais comme un véritable médiateur entre deux mondes, pouvant générer véritablement cette idée d'individu capable de syntoniser sa relation avec le monde. Ce n'est pas une transparence complètement littérale. Il ne s'agit pas de se protéger ni de s'échapper du monde, mais il s'agit simplement de pouvoir voir à travers ces espaces intermédiaires tout en maintenant notre position. Ces jardins deviennent vitaux et d'autant plus aujourd'hui, de même que ces voluptaires qui n'ont pas été programmés à un usage précis. Cette façon de faire des projets en architecture nous permet de faire face à ce qui est le cœur central, le cœur dur de notre discipline et qui nous pousse à devoir décider sans détour de la façon dont nous voulons que soient nos fermetures, la façon dont nous voulons circuler et structurer cet espace. C'est véritablement là le cœur de notre métier et qui exige une économie aussi forte que ce qu'on voit ici sur ce plan qui est structuré avec des zones extérieures, intérieures, des zones techniques, des symétries avant-arrière et pouvoir offrir ainsi ce genre de terrasse avec des unités qui peuvent fonctionner peut-être pour un temps donné comme logement, s'il y a des fauteuils, s'il y a un lit, s'il y a une armoire, et aussi comme bureau
et comme cabinet d'architecture ou de photographe, notamment comme on le voit ici. Ce que je tiens à vous montrer, c'est que cette frontière, cet acte de création qui est le fait d'habiter n'est permis qu'à partir du moment où il existe des espaces et des volumes d'air qui puissent inspirer différentes façons d'habiter. Cette façon d'habiter le monde d'une façon créative. Et pour cela, l'architecture n'a pas besoin d'énormément de ressources. Elle n'a pas besoin d'énormément de facteurs, mais elle doit savoir simplement se positionner derrière les arbres qui sont déjà là dans nos villes. Elle peut offrir des unités qui permettent d'être en contact direct avec cette végétation et célébrer ainsi aussi le contact avec le ciel d'une façon le plus vitale possible, même s'il s'agit de finir d'une façon très simple en faisant extrêmement peu. C'est-à-dire qu'il s'agit de vivre en ville comme si on était en banlieue. C'est peut-être ça l'objectif que visent les immeubles de nos dernières séries, ces immeubles que je vous montre et qui se trouvent dans des zones qui sont extrêmement résidentielles, ça, il n'y a aucun doute, mais qui se retrouvent soumis à une densification qui nous oblige à valoriser le sol urbain. Une densification dont on ne doit pas s'affliger, mais plutôt au contraire, il faut comprendre que cette densification peut être l'occasion de libérer des sols naturels. Si on perd de vue cela et si on ne sait pas comment utiliser nos ressources limitées, on n'aura jamais les outils dont on a besoin pour pouvoir évaluer de façon honnête la densité des populations. Donc ici, nous avons un terrain au sein d'une place, un lotissement donc qui nous posait le défi suivant. Il fallait essayer de comprendre comment vivaient les gens dans cette zone avec leur jardin arrière, avec des terrasses, avec des espaces ouverts pour pouvoir condenser tout cela au sein d'une structure qui permette d'emmener le plus loin possible les codes d'édification de la zone tout en imaginant d'autres destins possibles. Nous, on avait pensé qu'il était possible d'occuper tout ce volume tout en continuant à penser qu'il s'agit de construire des maisons qui doivent partager un terrain. Donc, certaines maisons, comme celles qui sont au rez-de-chaussée, auront un jardin, d'autres qui sont plus hauts pourront bénéficier de terrasses. Et cet ensemble-là, ici au centre, permettra d'abriter 3 unités de petite dimension pour générer un autre usage, un autre rapport au temps. Non seulement le temps résidentiel, mais peut-être qu'on peut mêler aussi des espaces de travail. Pour cela, il faut comprimer au maximum la largeur d'un terrain pour créer des unités qui permettent de circuler, qui se divisent, qui se partagent le sol, qui se partagent le ciel, mais sans perdre cette vocation de ressembler à une maison comme celles qui sont communes dans ces quartiers-là, avec des espaces communs, des espaces ouverts, en lien direct avec la place de devant. Une tridimensionnalité dans un endroit où les mètres carrés sont limités, mais la palette des matériaux permet de mettre en avant des choses plus intéressantes, comme ici par exemple
le fait que c'est un espace de 3 niveaux avec des proportions intéressantes et une forme de pouvoir traverser la lumière, les climats, d'avoir ainsi peut-être un petit sol en terre et en jardin, une petite subsurface en jardin à l'arrière, concevant la densité de ce genre d'immeuble et le positionnement de ce genre d'immeuble dans la ville avec un regard très optimiste. Je crois que c'est ça que nous cherchons. Cet immeuble va un peu plus loin dans l'idée de pouvoir rendre au plus compact les maisons, les appartements dans un immeuble de logement collectif. En cela, il est très didactique. Alors, je parle de celui que vous voyez ici indiqué sur le slide. Et on comprend qu'en tant que collectif d'architectes, il y a 30 ans, on avait des codes complètement différents. On le voit très bien ici. Comment on concevait les choses, les formes qu'on pouvait imaginer, ces architectes qui voulaient faire venir la villa au sein de la ville, avec toute cette iconographie, ce mode d'usage particulier, comme ces chalets ici que vous voyez, qui sont adossés les uns aux autres, avec l'escalier devant, le garage devant la voiture, tout ce qui existait à l'extérieur dans des dimensions plus importantes, est réduit ainsi dans le tissu urbain. Il y avait donc cette façon de essayer d'imiter les qualités de la banlieue, de la périphérie, ces jardins, etc., cette générosité, mais d'une façon plus concentrée, en négociant autour d'intérêts qui sont aujourd'hui plus exigeants. C'est-à-dire que l'iconographie du passé ne peut plus permettre de rendre compte aux défis actuels et aux exigences de nos nouveaux modes de vie. Il nous faut donc concevoir une autre façon de concevoir ces terrains, donc comme des sortes de pavillons, mais qui, en leur sein, vont pouvoir organiser différents types de logements, de façon d'être, qui se voit ici au niveau de cette section, de façon d'habiter l'espace, avec des logements auxquels on accède à travers des cours qui sont ouvertes, en traversant un jardin pour pouvoir rallier la place en face, d'autres espaces au-dessus, alors qu'ensuite l'accès plus haut se fait par un point médian, où il faut descendre pour accéder aux chambres et monter pour aller vers le jardin. Donc, on voit que c'est un immeuble constitué de maisons empilées les unes sur les autres, mais avec cette inversion et la possibilité de prendre en compte les arbres en s'étirant vers l'arrière pour qu'il puisse y avoir des terrasses, pour qu'il puisse y avoir aussi la cime des arbres qui dépasse et qui soit visible depuis les habitations. Donc, on reconnaît l'importance de l'extérieur, non pas de façon mimétique, mais on essaye de moduler les reflets, la lumière à travers des volets qui peuvent être entièrement fermés ou entrouverts avec des circulations qui donnent accès à différentes unités. Vous voyez là des espaces communs avec la cour d'accès ou depuis les garages qui se situent en bas, un jardin à l'arrière et la place en face. Donc, une façon d'organiser l'espace assez simplement pour générer cette connexion de la façade et de l'arrière de l'immeuble. Par ici, on monte aux chambres et on a des jardins ici. Lorsque vous êtes ici, c'est vraiment une cour, un petit jardin qui fait de cet appartement comme une petite maison. Et avec ce point de vue,
On comprend que c'est une série et qu'on peut multiplier à l'infini ces situations et qu'il ne s'agit pas d'un cas unique. À à la partie supérieure, on va inverser l'usage et on va accéder à présent à des chambres ou à des terrasses dans une autre logique. Digamos que todo lo que vimos hasta acá podría haber tenido que ver con Jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu vise à rendre la ville plus naturelle, lui fournir de nouveaux usages, superposer une idée de loisirs et de bien-être. Mais à présent, je vais vous montrer un projet qui s'inscrit dans une logique qui pourrait sembler une logique inversée. C'est-à-dire au lieu d'emmener les qualités de la périphérie vers la ville, qui définit les projets que vous avez vus jusqu'à présent, celui-là vise à donner à la périphérie plus de caractère urbain. Donc, on pourrait comprendre qu'il s'agit d'un mouvement inverse. Pourquoi? Parce que dans ce quartier, qui se trouve au nord de la province de Buenos Aires, qui est constitué par des terrains individuels, on a proposé quelque chose d'assez inédit, de générer un espace de densité moyen à usage multiple. C'est une expérience assez risquée, assez aussi inédite et stimulante parce qu'il s'agit d'imaginer une nouvelle façon d'utiliser ces contextes, notamment la partie publique. Ce sont des espaces publics qui seront disponibles à tous. Il ne s'agit pas d'une zone privée telle que les quartiers privés autour le sont. Donc ici, c'est le premier lotissement le premier espace qui nous a servi de point de départ pour un espace aux usages multiples, avec des zones pittonales, avec des bureaux, avec des commerces. Et donc, il s'agit de pouvoir s'éloigner de ces grilles, de ces lotissements ou de ces bars, mais plutôt avoir des commerces accessibles, à rez-de-chaussée, différents accès de ces pâtés de maison pour qu'il y ait une véritable construction de ville dans cette zone-là. Nous avons proposé de diviser l'ensemble en trois. L'une pour donner forme à la place civique dans ce quartier, donc un immeuble qui est déjà constitué par des cabinets de professionnels, par des ateliers. Il y a des bureaux de médecins, donc tout ce genre d'offres nécessaires pour ce type de quartier qui manquait pour l'instant d'infrastructures pour les accueillir. Ici, je vous montre le premier que nous avons bâti, le deuxième avec des appartements d'une échelle très réduite par rapport à l'offre habituelle de ces quartiers pour offrir une nouvelle façon de cohabiter dans ces zones-là. Et enfin, ces logements ici adossés avec des commerces et des espaces communs. La façon dont nous avons imaginé l'assemblage des différents usages des différents immeubles, logiques si diverses, tient à concevoir le tout comme des pavillons, comme différentes pièces qui ne peuvent pas être séparées les unes des autres par des murs ou d'emprisonner la circulation de l'air. Donc, il faut concevoir le tout comme des pavillons ouverts, vitrés, en contact avec l'environnement, mais qui sont positionnés afin de pouvoir consolider des espaces piétonniers. Par exemple, ici, ce premier pavillon est véritablement positionné de façon géométrique très précise par rapport à l'espace de la place. Celui-ci est également positionné de façon très précise. Les logements
les logements habités se tournent vers la petite plage au bord de fleuve. Donc, vous voyez ici qu'il y a un positionnement qui permet de concevoir ces ensembles comme des pièces isolées et autonomes, mais qui sont en fait en dialogue permanent sur ce territoire-là et qui vont activer des ensembles différents, des contextes différents. Ici, le rez-de-chaussée, le passage avec l'accès jusqu'à ce poumon de respiration, avec des locaux commerciaux, avec au milieu des logements résidentiels qui, comme en ville, connectent des cours d'accès et des cours arrière. Vous voyez ici la forme que commencent à prendre ces immeubles qui cherchent à avoir des fermetures différentes, des échelles différentes, des structures différenciées en fonction de l'usage. C'est-à-dire qu'il y a un usage global, mais chaque immeuble essaye de répondre à des caractéristiques particulières. Ce premier immeuble qui se trouve au pied de l'eau a ici des parois qui permettent d'abriter des barbecues au niveau d'une terrasse qui est une grande terrasse pour chacune de ces unités qui sont les plus grandes, celles qui ont 2 chambres. Vous voyez, c'est des unités quand même de petite surface et à l'arrière, les services individuels. Donc, c'est un immeuble qui vise à connecter d'une façon horizontale le paysage environnant. Cet immeuble-là finit de constituer la place civique en reprenant cette idée de jardin au sein de son périmètre. En construisant ainsi des unités qui ne cherchent pas à faire un ensemble extensif de bureaux, mais plutôt de générer un écosystème professionnel qui existait déjà sur place, mais qui n'avait pas une structure physique où le déployer. Le tout est entouré par ces jardins élevés en périphérie, avec une enveloppe minimale de fer galvanisé, d'acier galvanisé et de végétation. Et enfin, le dernier projet que je voulais vous présenter nous amène de retour à Buenos Aires et un changement d'échelle assez fort, mais qui à la fois me semble résumer toutes les ambitions qu'au cours de ma carrière j'ai connues, c'est-à-dire ce désir de pouvoir offrir quelque chose d'autre au niveau de nos villes et au niveau des usages de nos villes. Il s'agit donc d'une tour qui rassemblera plus de 500 logements. Chacun de ces logements s'articulera avec des espaces de réunion aux différents niveaux. Donc, il y a une prise en considération de l'échelle du tissu de l'ancienne ville. Et si on regarde vers le fleuve, on peut retrouver le quartier de Puerto Madero et articuler ainsi une autre dimension. Donc, la tour viendra aussi terminer le parc central que vous voyez ici sur le diagramme et qui aura à ses pieds un jardin public qui sera accessible pour tous. Ce serait la dernière langue de terre qui, depuis le Luna Park à la mairie, connecte les différents ministères de la ville. Donc, c'est véritablement une pièce qui a pour but de reconnaître l'environnement dans lequel elle se place et permettre d'aboutir à une forme finale. Le rez-de-chaussée
a peut-être plus à voir avec les premiers immeubles élevés qu'il y a dans l'avenue de Mayo. Ce sont des plantes, ce sont des rez-de-chaussée commerciaux avec des galeries qui permettent de traverser l'ensemble du rez-de-chaussée. Et grâce au fait que la rue derrière soit une rue piétonne, on est ici dans les rues Belgrano et Huergo, en plein centre de la ville. On sait maintenant que la rue derrière à Sopardo est devenue une rue piétonne, donc nous allons avancer en ce sens pour pouvoir consolider de ce côté-là l'offre commerciale de cet immeuble. Si on regarde l'échelle de la ville dans laquelle elle se trouve, nous allons avoir plus de 500 logements qui font de cette tour une sorte d'outil d'exploration de l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul espace commun en bas ou en haut, sinon que plutôt toute la tour devient une sorte d'accident géographique qui peut être parcouru et qui permet d'observer la ville différemment. Pour cela, sa structure est la plus simple possible, organisée comme si c'était un ensemble de bureaux plus qu'un ensemble de logements, avec une flexibilité dans sa structure pour héberger une grande diversité de logements, de balcons et une pose structurelle ouverte à des évolutions futures. Là, vous voyez bien la forme de cet immeuble. J'ai commencé aujourd'hui en vous montrant un point de vue et je crois que cette œuvre-là en rend compte. Il s'agit aussi d'une position. Ce n'est pas une tour qui se positionne dans son environnement de façon statique, mais elle ne vient pas juger ce qui l'entoure. Elle prend simplement en considération des variations, des variables, le tout contenu dans une même peau avec des petits accidents et changements d'échelle, des pas de côté, en laissant peut-être la structure se retirer ici et hop, repartir de l'autre côté pour retoucher l'horizon et se tourner vers le fleuve. Je crois que c'est ça qui est important, de regarder au-delà. Et je finis avec ce clin d'œil pour l'installation, pour la dernière biennale de São Pablo, où nous avez invité à intervenir dans le SESCI, dans une œuvre de Arocha et Pablo Mendes et AMMB. On pourrait utiliser différentes zones pour générer des actions et d'exposition et modifier le temps de la biennale, ces espaces-là. Donc, ce que nous avons fait avec le budget limité qu'ils nous ont donné, c'est comprendre que le plus important au niveau de cet immeuble, c'était de générer la capacité par capillarité de générer un espace public vertical. Un espace public vertical qui permette aux citoyens de prendre conscience de leur environnement, de leur espace, qui comprennent, qui peuvent voir de loin et se décrire en des termes différents. C'est quelque chose sur laquelle j'insiste depuis le début de cette présentation. Il fallait comprendre que cet immeuble, elle avait cette capacité, mais c'était pour nous beaucoup plus intéressant d'opérer à l'extérieur de cet immeuble. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de louer un bureau que l'on voit en sortant de l'ascenseur vers les derniers étages, les espaces qui sont moins publics, et intervenir dans ces intérieurs-là pour
faire que ce ne soit pas tellement l'immeuble ou l'architecture ou ces matériaux qui changent, mais que ce soit la perception del entorno. de l'environnement qui change. De poner la atención en aquello que abunda, On voulait donc mettre l'attention sur ce qui est déjà là, en abondance, et qui n'a peut-être pas encore trouvé une perspective poétique. de describirse para Donc une nouvelle façon de pouvoir décrire ces espaces-là qui deviennent tout d'un coup plus intéressants. Donc l'intervention que nous avons fait, des sortes de miroirs en kaléidoscope, si bien mataba su profundidad qui peut-être qu'ils empêchaient sa profondeur, ils mettaient fin à sa profondeur, mais permettaient de mettre en valeur un punto de vista que nos permite l'importance du point de vue una mayor cantidad de cosas et la possibilité de mettre différents éléments en lien les uns avec les autres, juntas terminen por dar qui ainsi réunis créent un environnement meilleur que celui qui était là auparavant. Voilà, je vous remercie. Ok, eso es todo. Gracias. Gracias, chao.